Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci, toi. Oui, ça va bien aussi. Super, donc on va corriger bon, l'exercice 2. Le professeur voulait vraiment que je le laisse pour la semaine prochaine. Donc, on va le corriger la semaine prochaine. On va corriger l'exercice 1 et puis le dernier qu'on avait laissé donc la dernière fois, la semaine passée. Ok, bon, c'est toujours donc la même intuition. Ok, est-ce que en concurrence pure parfaite, à quel prix en fait on fait faillite. Et donc c'est un peu ce genre de questions en fait qui reviennent un peu ici. Donc c'est essentiellement pour fixer encore les idées, comprendre le cours en ce qui concerne donc euh, la comparaison entre le prix et le coût euh, variable moyen, le prix et euh, le coût total, donc pour voir si on doit produire ou non. Donc c'est ça. Si vous avez traité l'exercice, vous avez dû vous rendre compte que c'est les mêmes intuitions. Ok, parfait. Donc vous allez voir les questions à choix, les questions courtes. Donc au final, vont inclure également ce type de questions-là. Ok. Alors, l'exercice 1, on dit en fait qu'il y a la production de produits agricoles comme le blé est l'un des rares exemples du secteur parfaitement concurrentiel. Dans cet exercice, nous analyserons les résultats d'une étude publiée par le département américain de l'agriculture sur la production de blé aux États-Unis en 2013. Donc, après l'étude, le coût variable moyen par acre planté de blé était de 127 $ par acre. Et en supposant qu'il y a un rendement de 44 boisseaux par acre, donc sur un acre, il y a 44 boisseaux. Donc, calculez maintenant le coût variable moyen par boisseau de blé. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut juste diviser le 127 divisé par 44. Voilà, on connaît. On sait que ça, c'est 127 $ par acre et qu'il y a 44 boisseaux sur chaque acre. Donc, si on veut le coût par boisseau, ben, il faut juste diviser les 127 $ par les 44 boisseaux, ce qui donne 2,89 $ le boisseau. Donc, comme coût variable moyen. D'accord? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non. La question petit 2. On a dit que le prix moyen du blé reçu par un agriculteur en 2013 était de 7,58 $ le boisseau. Pensez-vous qu'une firme ou une ferme représentative se sera retirée du marché à court terme? Justifié. Bon, bien entendu que non. Okay? Non, parce que le prix qui est reçu est plus grand que le coût variable moyen. Donc, il y a une motivation à continuer la production parce qu'on vend plus cher que le coût variable moyen. Okay? Donc, on continue toujours à augmenter la production même jusqu'à ce que on arrive vraiment à un état où le prix est égal au coût variable moyen. Okay? Donc ici, nous ne nous attendrions pas à ce que la ferme moyenne ait quitté l'industrie à court terme parce que le prix reçu pour le blé, c'est-à-dire 7,58 $ le boisseau, était supérieur au coût de production variable moyen. Donc, la production se poursuit. Question petit 3. Avec un rendement de 44 boisseaux de blé par acre, le coût total moyen par exploitation était 4,8 $ le boisseau. La superficie récoltée, ou bien la récolte totale aux États-Unis a augmenté de 242 000 en 2010 à 306 000 en 2013. En utilisant les informations sur les prix et les coûts ici, et dans les parties 1 et B et 2, expliquez comment cela a pu se produire. OK? Alors, donc ici, on nous donne le coût, okay, de boisseau en 2010
puis on nous explique qu'il y a une augmentation à la suite. Okay. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Voilà. C'est parce que la production de blé a augmenté au cours de la période. Nous nous attendons à ce que le prix en 2010 soit supérieur vraiment à ce coût-là. C'est pour ça que les gens ont continué à produire. Donc, le prix du blé okay, était supérieur vraiment à ce coût, ce qui a incité, donc il dit la ferme représentative augmenterait la production de blé et davantage d'exploitation serait entrée dans l'industrie à long terme parce que le prix reçu par Boisseau était supérieur au coût total moyen de production. La ferme récoltait un profit économique en fonctionnant. Donc l'augmentation de la superficie devrait être entendue après 2010. Okay? Donc, c'est ça. Vu que si le coût est de 4,8, assurément le prix est supérieur à ça. C'est pour ça qu'on a observé une augmentation donc, de la récolte parce que d'autres entreprises d'exploitation ou bien la firme qui exploite donc la production de blé va produire encore davantage jusqu'à ce que le prix ne diminue un peu plus encore en 2013. Et d'ailleurs, on sait qu'en 2013, le prix était de 7,58 $, le boisseau. Donc, assurément que le prix en 2010 était plus que ça. C'est 2013 ici, et c'est 7,58. OK. Voilà. Donc, le prix en 2010 est supérieur au prix en 2013, c'est sûr, parce que quand la production augmente, le prix va diminuer. Enfin, quand l'offre augmente, le prix va diminuer à l'équilibre. OK? Parfait. S'il y a des questions? Est-ce que tu peux juste revenir? Je n'avais pas fini de je vais juste relire la dernière phrase parce que je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. La dernière phrase, en fait, je veux que je corrige ça. C'est 2013 ici, et puis c'est 7,58. OK, c'est bon. Ouais. Dans le fond, on va l'avoir de toute façon corrigé après la démo. Théoriquement, tu nous l'envoies chaque semaine le lien YouTube pour la corriger, ça se peut-tu? Pardon? À la fin de la démo, tu nous envoies le lien YouTube pour la vidéo, puis tu nous envoies le corriger aussi. Oh, oui, non, oui, je vais vous envoyer le corriger. Il faut que je me rappelle pour corriger ça avant de vous l'envoyer. Okay. La dernière question pour cet exercice. D'après les informations ci-dessus, que pensez-vous qu'il arrivera à la production de blé et au prix après 2013? OK? Bon, l'intuition est toujours pareille. En supposant que le coût de production de blé reste relativement constant, avec des prix supérieurs au coût de production moyen, on s'attendrait à plus d'agriculteurs pour entrer sur le marché de blé et donc une augmentation de la superficie du blé encore. Donc, nous devrons voir la quantité de blé récolté augmenter encore après 2013, jusqu'à ce que un beau jour, vraiment, le prix soit égal au coût de production. OK? Au coût moyen. Ouais, et puis je pense que j'avais expliqué quelque chose comme ça par la formule. Attendez, Donc, je disais que le profit, en fait, un profit, par définition, dans ce contexte, ça fait le prix de vente fois la quantité produite moins le coût total de production. OK? Alors, je vous avais parlé donc de la maximisation. Dans un contexte de maximisation du profit, pour maximiser le profit, c'est qu'il faut alors
dériver le profit par rapport à Q et il faut que ça soit nul. OK? Le profit s'annule ou enfin dérivé inférieur ou égal à 0. C'est inférieur ou égal à 0. OK? Donc, c'est à ce niveau-là. Pour ce faire, là, quand vous dérivez ça, j'espère que vous savez ce qu'est la dérivée, bien entendu. Quand vous dérivez ça par rapport à Q, ça vous donne le P moins la dérivée de ça par rapport à Q. En fait, c'est ça qui vous donne le coût variable. Parce que quand vous faites dériver de coût total par rapport à la quantité, son sens, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Combien varie le coût? Bon, c'était ici. Et ça, je dis que ça, ce n'est rien d'autre que le coût variable moyen. OK? Parce que ça vous donne en fait le coût de production d'une unité. C'est-à-dire que si la quantité produite varie d'une unité, combien varierait le coût de production? Donc déjà ça, c'est quelque chose qui concerne le coût variable et c'est en fait le coût moyen, c'est-à-dire le coût par une unité de production. Donc c'est ça. Ce qui fait qu'on veut que ça soit inférieur ou égal à 0. OK? Qu'on veut que ça soit inférieur à 0. Donc il faut que le prix soit inférieur ou égal à cette quantité-là pour que la dérivée du profit, bon, écoutez, je vais vous dessiner le profit. Le profit, c'est quelque chose qui augmente, qui peut être une courbe, une droite ou quelque chose de ce genre. Okay? Donc, il faut que la dérivée, okay? La dérivée doit s'annuler, okay? Mais il faut vraiment faire attention. Donc, la dérivée seconde doit changer de signe. Donc, vous connaissez un peu comment on étudie les fonctions. Donc, ici, au sommet, la dérivée s'annule. Donc, essentiellement, c'est 0. Mais, en fait, désolé. Il y a ce qu'on appelle les solutions au coin. Okay? C'est-à-dire qu'au cas où ce n'est pas quelque chose de ce genre et que c'est quelque chose de ce genre, par exemple. Donc, le sommet, c'est ici. Okay? À ce niveau, la dérivée n'est pas nulle parce que c'est pas comme si ça monte et puis ça redescend. Donc, le sommet, c'est vraiment ici. Et à ce niveau-là, la dérivée est supérieure ou égale à 0. Non, donc c'est supérieur, pardon. Ici, c'est supérieur ou égal. Il faut que la dérivée soit supérieure ou égale à 0. OK? Et dans ce cas, vous allez avoir ceci qui doit être supérieur ou égal à 0. Donc, tant que le prix est supérieur ou égal au coût variable moyen, le profit peut toujours, c'est-à-dire, on peut toujours améliorer le profit. Donc, ça, on continue la production. OK? Maintenant, il y a le cadre où ce n'est plus la maximisation qu'on veut. Parce que ça, on est en train de maximiser le profit. Il y a le cadre où vous supposez que le profit est négatif. Le profit en soi est nul, par exemple. Suppose que le profit en soi est nul. Pas la dérivée, hein. Il faut faire la différence. Suppose que le profit en soi qui est nul, donc c'est ceci qui va être 0. Donc vous allez avoir P égale coût total divisé par Q. OK. Et là, ça vous donne le coût total divisé par Q, ça vous donne le coût total moyen. OK? Parfait.
Donc, retenez juste ces deux concepts-là. On continue la production, comme on va voir dans le dernier exercice, on continue la production tant que le prix est supérieur au coût marginal. Okay? Et on sort de la production quand le prix est vraiment inférieur au coût total moyen. Donc, c'était cet exercice donc, de la fabrication de disques donc, de l'entreprise de Bob qu'on avait commencé. La dernière fois, on avait fait la première partie qui était de calculer le coût variable moyen, le coût total moyen et le coût marginal. Et la deuxième question était de répondre en fait à la question de savoir si le prix, si à long terme, en fait, qu'est-ce qui va se passer, que sera le prix de long terme. Bon, on pourrait le refaire rapidement pour fixer les idées. Okay. Donc ici, en fait, on nous donne l'entreprise de Bob qui a un coût fixe. Donc le coût fixe, c'est 50 000 $, dont 30 000 pour le loyer et 20 000 pour la machine. Okay. Et donc, pour les unités de disques produites, ça correspond à des coûts variables. Okay? Ça, c'est le coût fixe. Maintenant, il y a des coûts variables qui viennent s'ajouter. Et à partir de ces coûts variables, on peut calculer le coût marginal et on peut essayer d'ajouter à ça pour calculer le coût total et calculer le coût total moyen parce qu'on peut diviser par la quantité totale. Donc, c'est ce qu'on avait fait dans ce tableau. On avait les quantités produites de disques, on avait les coûts variables. Donc, ce qui nous a été donné pour ce qui concerne le coût marginal, il suffit juste de diviser le coût variable par la quantité produite. Et on aura, bon, ce n'est pas le coût variable directement, mais le coût, par exemple ici, vous allez diviser les 5 000 par les 1000 parce que l'augmentation donc de 0 à 5 000, ça fait une augmentation de 5 000 divisé par l'augmentation donc de 1000 quantités. Okay? Comme ici. Donc, la variation de coût par rapport à la variation de la quantité. Donc, les coûts ont varié de 5 000 et la quantité a varié de 1000. C'est en cela que je disais que c'est le coût marginal. Okay. Bien, on peut mettre delta au lieu de ce dérivé. Okay. Parce que c'est la dérivée partielle. Mais grand delta, c'est lorsque le temps est discret. Alors, donc ici, pour ce coût marginal, donc on divise 5 000 par 1000. Et pour ici, on fait 8 000 moins 5 000. Donc, ça fait une augmentation de 3 000 pour produire une augmentation de 1000 unités. Donc, ça fait 3 000 divisé par 1000. Ici, ça fait une augmentation de 1000 $ pour produire 1000 unités. Donc, ça fait un coût de 1 $ par unité. Donc, ainsi de suite, on peut calculer le coût marginal. Et pour calculer le coût variable moyen, là, vous avez le coût variable, vous avez les quantités, donc il faut juste diviser tous les coûts par la quantité. Vous aurez ça. Maintenant, pour calculer le coût total moyen, c'est qu'il faut d'abord avoir le coût total et puis diviser par la quantité. Alors, comment avoir le coût total? Il faut faire le coût variable plus le coût fixe. Donc, vous allez additionner 50 000 à toutes ces valeurs ici et vous divisez par les quantités correspondantes. On aura ça, c'est ce qu'on avait fait. Et la deuxième question, c'est qu'on suppose qu'il y a une entrée gratuite dans l'industrie des films et que toute personne qui entrera sera confrontée aux mêmes réalités que Bob. On suppose que le prix d'une disquette de film soit actuellement de 25 $. Quel est alors le profit de Bob? S'agit-il d'un équilibre à long terme? Sinon, quel sera le prix d'une disquette à long terme? Okay. Alors, pour un prix de 25 $, quel est le coût marginal? Donc, vous voyez ici, on avait dit qu'on continue toujours à faire le profit. Le profit va toujours augmenter. Okay? Le profit augmente tant que le prix est... Laissez-moi voir. Donc, le profit va toujours augmenter tant que le prix est supérieur au coût marginal. Tant que le prix est supérieur au coût marginal, on peut toujours faire mieux. Okay? Par exemple, quelque part ici, par exemple. Ici, vous voyez, ici, ce n'est pas encore le sommet. Le sommet, c'est ici. Mais ici, vous voyez, la dérivée du profit est positive. Donc, le prix est supérieur au coût marginal. Donc, on peut toujours faire mieux.
Mais à partir d'ici, vous voyez ici, à ce point-là, le prix est plus... Donc, à ce niveau, la pente est négative. Donc, la dérivée du profit et de la courbe de profit, la dérivée est négative. Donc, si la dérivée est négative ici, c'est que le prix est plus petit que le coût marginal. Donc, si le prix est plus petit que le coût marginal, c'est parce qu'on a dépassé le sommet. Donc, le sommet précède ce point. Donc, pour juste dire que tant que... Donc, je retourne sur l'exercice. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le coût marginaux. Et vous voyez que le coût marginal descend, 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 et puis remonte, 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 remonte. OK. Donc, ce qui se passe, si j'essaie de tracer le coût marginal, vous allez voir que ça vous donne quelque chose de genre. OK. Et puis le prix est quelque chose comme ça. OK. Alors, je disais que tant que le prix est supérieur au coût marginal, ben, vous pouvez toujours continuer à produire, jusqu'à ce que le prix soit inférieur au coût marginal. Là, le coût marginal dépasse le prix. Ça veut dire que c'est à ce point que le profit est maximum. Si vous arrivez ici, votre profit ne sera pas maximum. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez un profit négatif. C'est vraiment la différence que je veux que vous fassiez. Donc, le profit ne sera pas maximum ici, mais il ne sera pas négatif. Mais il ne sera pas négatif non plus. Il ne sera pas maximum. À ce point, le profit sera maximum parce que le prix serait au coût marginal. OK? Donc, tant que le prix est inférieur au coût marginal, ce n'est pas bon. Tant que le prix est supérieur au coût marginal aussi, ce n'est pas bon. Il faut que le prix soit vraiment égal au coût marginal. Là, on est sûr qu'on fait du profit. Donc, ce qui fait que, vous voyez, s'il commence à produire 1000 unités de disques, il le vend à 25 $, le coût marginal, c'est 5 $. Donc, il a intérêt à continuer à produire. Jusqu'ici, par exemple, s'il produit 7000 disques, il le vend à 16 $. Et avec un coût marginal de 16 $, il le vend à 25 $. C'est qu'il a intérêt à continuer. Il va aller à 8000 $. 8000 disques, pardon. Et avec un coût marginal de 23 $, et il le vend à 25 $. Donc là, il peut toujours encore faire mieux. Mais là, quand il tombe sur les 9010, il voit que le coût marginal dépasse son prix. Donc là, il retourne en arrière. Donc il dit, OK, je reste là. À ce niveau, je vais faire ma production. Okay. C'est parce qu'en fait, on ne nous a pas donné 8500 qui correspondrait à 25 $ le coût marginal. Sinon, il allait s'arrêter à 8500. Okay? Donc, c'est le dernier qu'il fait le mieux qu'il va choisir. C'est pour ça que la quantité produite serait de 8000 avec un coût variable de 72 000, un coût fixe de 50 000. OK? Donc, vous calculez le profit. Le profit serait 8000 fois le prix, 25 $. Donc, je vais le calculer. 8000. Est-ce que vous voyez la calculatrice? Est-ce que vous voyez la calculatrice? Non. OK. Bah. OK. Voilà, donc ça fait 8000 fois les 25 $. Ça vous donne les recettes totales moins le coût fixe moins le coût variable. Et puis ça vous donne un profit total de 78 000. Et c'est ce que j'explique ici. Ça donne un profit de 118 000. Et la dernière fois, je vous disais que, ah non, je fais le calcul autrement. Mais on pouvait le faire de la manière dont je viens de le faire, de manière agrégée. Mais là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai calculé d'abord le bénéfice sur chaque disque. Et puis, j'ai multiplié par le nombre total des disques. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs manières. Je savais qu'il va produire 8000 disques. J'ai calculé le coût total moyen
OK? Et puis, j'ai calculé la différence entre le prix moins le coût total moyen. Puis là, j'ai trouvé le bénéfice pour chaque disque et je multiplie par les 8000. Ça donne la même chose que d'aller directement, voici les recettes totales, moins le coût fixe, moins le coût variable, et ça me donne 78 000 également. Et la question qui est posée encore, c'est que s'agit-il d'un équilibre à long terme? Sinon, quel sera le prix d'une disquette à long terme? Alors, ce n'est pas vraiment l'équilibre à long terme parce qu'il y a une libre entrée et puis on voit qu'il y a un profit quand même assez consistant. Donc, ça va attirer de nouveaux entrepreneurs qui vont entrer sur le marché de la production de disques et les prix vont baisser jusqu'à ce qu'il ne soit égal au coût total moyen. À partir du coût total moyen, le profit est nul. OK? Le profit est nul au niveau du coût total moyen. Donc, au coût marginal, le profit atteint son maximum. Au coût total moyen, le profit est nul. Retenez vraiment ça. Au coût marginal, le profit atteint son niveau maximum et au coût total moyen, le profit est nul. Donc ici, le profit serait nul vraiment pour... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste répéter la phrase encore? Au coût marginal, le profit atteint son maximum. Et au coût total moyen, le profit est nul. Merci. Bienvenue. Voilà, donc, ce qui fait que les entreprises vont toujours entrer dans le marché jusqu'à ce que le profit soit nul. Et quand le profit est nul, là, il n'y a plus d'entrée. On atteint une situation d'équilibre. C'est pour ça que vous allez voir qu'en concurrence pure et parfaite, le profit est toujours nul, le profit est toujours nul, le profit est toujours nul en concurrence pure et parfaite. OK? Mais en situation de monopole, le profit n'est pas parfait. Le profit n'est pas nul. OK. Monsieur, j'aurais juste une petite question. Oui. Quand on a trouvé que c'est à 8000 unités produites qu'on a le profit maximal, est-ce qu'il y a une manière de repérer ça sur le graphe, par exemple, dans le TP précédent? Est-ce qu'il y a On avait choisi la quantité où le coût total moyen était le plus bas par unité produite. Et là, ça ne correspond pas à ça parce que le minimum de la courbe du coût total moyen, elle est à 6000 unités. Oui, c'est ça, la concurrence pure et parfaite. Donc, il aurait fallu calculer pour toutes les valeurs pour voir est-ce qu'on atteint. Non, ici, ça, c'est le coût total moyen, OK? Ah non, non, ça, c'est la courbe du coût marginal. Là, je vais représenter la courbe du coût total moyen. C'est quelque chose comme ça. Hein. Alors, le coût total moyen, son minimum, il y a du bruit. Hein. Le coût total moyen. OK? Et suppose qu'on a un prix quelque part, je ne sais pas. Donc, il y a ce prix-là. Okay. Donc, à ce niveau, je disais que ce niveau correspond donc à une situation donc d'équilibre, de concurrence pure et parfaite, à cause de que le prix serait égal au coût total moyen. Alors, reposez votre question. Ça, j'avais compris en fait, qu'on atteint l'équilibre quand en fait, il n'y a plus de profit. Donc, Ouais. les gens ne produisent pas plus, ils ne produisent pas moins. Mais par contre, quand on a trouvé que c'est à 8000 unités qu'on avait le profit maximal, ouais. Est-ce qu'il y a une manière de voir ça sur le graphique en fonction de la courbe du coût total moyen? Parce que ça ne correspond pas au minimum, ça ne correspond pas à un point d'inflexion. En fait, c'était juste ça ma question. Oui, ça ne correspond pas au minimum de...
De la courbe du coût total moyen. J'arrive là. Euh, je ne sais pas comment je pourrais répondre. Si j'ai très bien compris votre question, c'est que vous voulez que ce soit ici, c'est ça, non? C'est pas que je veux que ce soit ici. On dirait que, genre, normalement, j'imagine que si c'était une situation pas d'équilibre dans le sens où il n'y aurait pas de profit, mais si les prix suivaient vraiment ce que ça coûte au producteur de produire, Ouais. en fait, le producteur, il choisirait 6000 unités parce que c'est la quantité qui lui permet de produire au moindre coût. Mais parce que le prix est haut, il va aller au-delà de cette quantité. C'est bien ça que j'ai compris. Parce Ouais, que c'est le ça. prix, il est artificiellement au-delà de ce niveau-là. Oui, c'est Ok. parce que, en fait, hmm, parce que, suppose qu'on est dans la concurrence pure et parfaite, ok, à ce niveau. Quand on est maintenant dans une situation de concurrence pure et parfaite. Parce que là, ce que vous évoquez, c'est vraiment la concurrence pure et parfaite. Et ce que je donne en fait comme résultat finalement, ce sera 6000. OK? Et, mais j'essaie de répondre de manière que vous puissiez cerner d'abord, dans un premier temps, c'est que euh, le jeu, c'est que euh, pour maximiser d'abord le profit, c'est pas que quand on n'est pas en concurrence pure et parfaite, quand on est dans une situation où vous avez le pouvoir du marché, vous ne cherchez pas à faire un coût minimum. Non, vous cherchez à faire un profit maximum. C'est vraiment le but premier. Okay? Maintenant, il s'avère qu'en concurrence pure et parfaite, votre profit minimum correspond en fait à un coût minimum. Parce que en concurrence pure et parfaite, le profit est nul. Okay? Puisque le profit est nul, donc tout ce que vous cherchez à faire, c'est de minimiser vos coûts. Okay? Parce que le prix est connu. Ce n'est pas vous qui avez la même mise sur le prix. Donc, le prix est connu. Et là, vous cherchez une quantité que vous allez produire qui va minimiser le plus possible vos coûts. OK? Ça, c'est la situation en concurrence pure et parfaite. Ce qui fait que l'équilibre, en fait, on tombe sur une situation où le prix est égal au coût, en fait, au minimum du coût total moyen. OK? Maintenant, Oui, parfait. mais dans une situation où vous êtes le monopole, bon, vous cherchez à maximiser votre profit et le maximum, ben, vous en foutez, excusez-moi le terme, essentiellement là où ça va tomber. Si ça tombe sur le coût minimum, ben, tant mieux. Sinon, vous voulez juste une position où vous pouvez toujours gagner plus de profit. C'est ça. Donc, la deuxième question, en fait, c'est de savoir, en fait, quel serait le prix à long terme et si on laisse le marché ouvert. Donc, avec 8000 disques, les gens vont toujours entrer jusqu'à ce qu'à un moment donné, on atteint vraiment l'équilibre, c'est-à-dire que le prix diminue pour atteindre donc de 25 dollars jusqu'au minimum donc, du coût total moyen qui est 13,83 dollars. Et à 13,83 dollars, ça va donner comme une production donc, de 6000. Et exactement comme vous dites. OK. Alors, la deuxième partie, c'est vraiment encore donc, cette idée donc, de rentabilité, de sortie du marché, du prix de long terme qu'on va regarder encore. Donc là, on dit, supposons que la production des disquettes de films
est une industrie qui est parfaitement compétitive. Donc, pour chacune des questions suivantes, expliquez vos réponses. Donc, il dit, quel est le seuil de rentabilité de Bob? Okay? Quel est son prix de faillite? Donc, le seuil de rentabilité, c'est vraiment le prix de long terme ou bien le prix de profit nul. C'est 13,83. On l'a déjà vu. Le seuil de rentabilité, c'est le seuil. Ça, on n'a pas parlé du seuil de rentabilité pendant le cours. Bon, je ne sais pas comment il a abordé ça. Il a parlé du prix de long terme, c'est ça? Il a parlé des prix à long terme, comme quoi, à long terme, le prix qui va être reçu par le producteur, ça va être le minimum des coûts totaux moyens. C'est ça? Okay. Ouais, c'est ça. D'accord. Ben, quand on dit seuil de rentabilité en économie, c'est le niveau au-delà duquel on fait plus de profit. C'est-à-dire le niveau à partir duquel il y a le seuil de rentabilité, soit en finance, le taux d'intérêt auquel en fait les banques doivent vous prêter et pour que vous puissiez garantir un profit donc, de l'entreprise. Il y a le seuil de rentabilité qui peut être au niveau de la prime de risque. Et donc, il y a plusieurs niveaux donc, de seuil de rentabilité. Donc, quand on parle de seuil de rentabilité ici, donc pour l'entreprise de Bob, c'est au niveau du prix. Okay? Donc, c'est-à-dire, c'est quel prix, quel est le prix à partir duquel, en fait, Bob ne fait plus de profit. Okay? Et c'est le prix de long terme, en fait. C'est la même notion, c'est le prix de long terme. Okay? Et quand on parle de prix de faillite, vraiment, c'est que... Est-ce que là, vous avez défini le prix de faillite? Non plus. C'est tous des trucs qu'on n'a pas vus. Le prix de faillite, oui, on en a un peu parlé, mais on n'a pas défini ces concepts-là théoriquement. Mettons, mettons, je regarde la question 3, mettons, tu me dis, supposons que le prix d'un 10 soit 7 $. Quelle quantité devrait-il produire à court terme? On n'a pas vraiment parlé de ça. Pas vraiment, en fait, non, parce qu'on a. C'est des concepts qu'on n'a pas vraiment abordés. Il faudrait peut-être que tu envoies l'exercice à M. Leonard et essayer de voir avec lui si c'est des concepts qu'on va voir plus tard, parce que seuil de rentabilité, prix de Non, faillite. vous n'allez pas voir ça dans d'autres choses après. Hein. C'est vraiment en concurrence pure et parfaite. OK? Ah, OK. C'est ça. Mais on n'a pas parlé. C'est sûr qu'il a peut-être décidé d'aborder d'autres choses avec nous, mais on n'a pas vraiment parlé de ça. OK. En concurrence Bon, parfaite. En fait, le concept en soi, peut-être c'est le mot qui... Mais en réalité, le concept, c'est des questions qui peuvent venir comme ça. On n'a pas besoin forcément nécessairement de le définir, mais comme vous allez voir le résultat, quand je parle de seuil de rentabilité, vraiment, c'est le prix, en fait, au-delà duquel Bob ne fait plus de profit. Okay? Ça, donc, vous comprenez en même temps que c'est le prix de long terme. Tout comme, en fait, quand on parle de prix de faillite, c'est que c'est le coût, OK? Le coût variable minimum, car en dessous de cela, son revenu ne couvre même pas son coût variable. OK? Donc, on essaie de voir, OK, à quel moment où, en réalité, s'il vend le produit à ce prix-là, ben, il va fermer complètement. OK? Ici, c'est concernant le coût total moyen. Donc, le prix, vous vendez, vous couvrez au moins le coût total moyen. Donc, vous équilibrez la balance. Mais à partir d'un moment donné, là, vous n'équilibrez plus la balance, c'est que même le coût variable, c'est-à-dire, oublions le coût fixe, je suppose que vous ouvrez vos portes. Même le bien que vous vendez, il y a une perte là-dessus, sans penser au coût fixe. Donc, c'est vraiment le coût variable, okay? Le minimum du coût variable même dépasse votre prix. À ce niveau-là, c'est la fermeture complète. C'est là, en fait, que... mais bon, gardez ça comme ça. Après tout, il n'y a pas de grande formule, il n'y a pas de formule là-dedans. C'est juste comprendre, en fait, à quoi ça renvoie quand on dit qu'une entreprise ferme. OK. Et supposer que, la petite D, c'est supposer que le prix d'un disque soit de 2 $. Que devrait faire Bob à court terme? Donc, à court terme, il ne va même pas produire. OK? Il devrait fermer. Mais s'il était supérieur à
ce prix, à court terme, il peut ouvrir, mais à long terme, il ne pourra pas. Mais si c'est toujours supérieur à 13,83, il continuerait toujours à produire, même à long terme, parce que le prix de long terme, c'est 13,83. Alors, la question petit 3, c'est supposons que le prix d'un disque soit de 7 $. Quelle est la quantité de disques que Bob devrait produire? Quel sera son profit total? Va-t-il produire ou fermer à court terme? Va-t-il rester dans l'industrie ou sortir à long terme? Alors, ici, on va aller... il dit que si les disques se vendent à 7 $, Bob devrait produire 5000 disques, car au-delà de cette quantité, son coût marginal dépasse son revenu marginal. OK? Bon, et là, le prix, c'est 7 $. Donc, revenons sur le... Si le prix est 7 $, là, il va... C'est 5000 disques. 5000 disques. Parce qu'à ce niveau, le prix, après ce niveau, le coût marginal dépasse le prix. OK? Parce qu'il ne faut jamais continuer à produire tant que le prix, c'est ce qu'on avait dit, tant que le prix est supérieur au coût marginal, on peut toujours continuer à produire. OK? C'est l'idée. Tant que le prix dépasse le coût marginal, le profit n'est pas encore à son summum. On n'a pas encore atteint le maximum. On peut toujours continuer à produire. Mais quand le prix commence à être plus petit que le coût marginal, c'est dangereux. Donc, ce qu'il va choisir comme niveau de production, c'est 5000. OK? Et ce n'est pas une situation de long terme. OK? Il va choisir 5000. Et cette situation ne pourra pas durer parce que à long terme, d'ailleurs même quand vous essayez de calculer le profit, pour ça, vous allez voir que le profit est négatif. OK? Le profit est négatif. Il n'est pas positif non plus. Donc, à long terme, il va sortir du marché parce que dans les questions petit 1, c'est qu'à long terme, vu que le profit est positif, les gens vont venir rentrer dans le marché jusqu'à ce que le profit donne 0. Mais ici, déjà, on voit que le profit est négatif. Donc, ce n'est pas un marché qui est attrayant. Donc, Bob va quitter le marché donc, de la production des disques à long terme. C'est quoi je crée comme réponse? J'ai une petite question. Oui. En fait, quand j'avais fait le TP pour le prix de faillite, Ouais. je ne sais pas si c'est une erreur de logique ou quoi que ce soit, mais je me suis dit que le prix de faillite, ça serait le moment auquel le prix ne va plus lui permettre de couvrir ses charges, donc ses coûts fixes, le 50 000. OK. Est-ce que ça serait une manière de voir les choses? Non. Parce que ce n'est pas toujours que quand on commence une entreprise, on couvre toujours les coûts fixes au début. OK? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous produisez, vous faites de l'économie d'échelle. Vous savez qu'en produisant en grande quantité, vous arrivez, au fur et à mesure que vous augmentez la quantité, vous arrivez à couvrir toutes les dépenses jusqu'à couvrir tout le coût fixe. Mais au début, les premières productions ne peuvent pas couvrir totalement le coût fixe. Okay, donc, ce n'est pas le coût fixe en fait qu'on regarde pour voir si on ferme ou pas. Parce que même dans le cas où le prix est déjà à 25 $, si vous produisez, je dis, même si le prix est égal à 25 $, le coût total, le coût fixe, c'est 50 000. OK? Avec... comment je vais expliquer ça? Le coût fixe, c'est 50 000. Le prix, c'est 25 $. Est-ce que vous allez fermer vos portes? Est-ce que c'est une faillite ou pas? Je veux dire, vous ne pouvez pas regarder le prix et puis regarder le coût fixe et puis et conclure. Okay. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, regarder le coût marginal? Oui. Trouver le minimum et on considère que c'est ça le prix de faillite?
Le coût marginal. Parce que là, vous l'avez expliqué avec le coût variable moyen, Ouais. mais en regardant la courbe des coûts marginaux, est-ce qu'on pourrait déterminer que c'est à partir de du moment où on atteint le minimum Ouais. qu'on est plus rentable? Attends, je vois. J'arrive à... En fait, il ne faut pas prendre le coût marginal non plus, parce que là, vous n'êtes pas en train de réfléchir. Attendez, je vois. Bon, d'abord, je vais expliquer pourquoi on a pris le coût variable moyen. Parce que le coût variable moyen, suppose que vous avez une quantité donnée de production que vous allez faire et vous essayez de voir, OK, le coût que vous dépensez en moyenne pour un bien et combien vous le vendez. C'est cette comparaison-là, en fait. On veut savoir si, est-ce que vous gagnez quelque part sur le bien que vous vendez. Supposez que vous produisez des bouteilles de jus de pomme et que vous fabriquez 1000 bouteilles de pommes et que vous dépensez $2000 pour la fabrication des 1000 et que vous allez vendre en fait chaque bouteille à un prix donné. Mais vous comprenez, vous réalisez que si vous dépensez $2000 pour produire 1000 bouteilles, c'est que ça vous fait à peu près $2 par bouteille en termes de coût. Et là, vous allez comparer votre prix à ce coût-là. Si le prix est inférieur à ce coût, c'est clair que vous n'allez jamais vous en sortir. Mais si le prix est supérieur à ce coût, vous pouvez vous en sortir en produisant encore et jusqu'à ce que le coût marginal, bien entendu, maintenant, si le coût marginal devient plus élevé que le prix, bon là, c'est que c'est grave encore. Okay? Donc, ce n'est pas le coût marginal en tant que tel qu'on compare en premier. Le coût marginal, on le compare pour savoir à quel moment on s'arrête au niveau de la production. Si vraiment la dernière unité que vous produisez ne vous arrange plus, la dernière unité que vous produisez vous fait dépenser plus que le prix auquel vous allez le vendre, là, vous le laissez tomber. Mais quand le coût total moyen est plus grand que le prix, là, ce n'est pas la peine. OK? Je ne sais pas si j'ai bien répondu pour vous, mais regardez un peu ce qui se passe. Regardez un peu ce qui se passe. Le coût total moyen, c'est une fonction qui va être comme décroissante tant que le coût marginal est plus petit. C'est-à-dire tant que le coût marginal est plus petit que le coût total moyen. Est-ce que ça vous... Tant que le coût marginal est plus petit que le coût total moyen, vous allez voir que le coût total moyen va toujours continuer à diminuer. Ce qui fait que vous ne pouvez pas comparer le coût marginal au coût total moyen parce que le coût marginal même est déjà plus petit que le coût total moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est ça. Ce qui fait que c'est le coût total moyen qu'il faut considérer. Parce que si le coût total moyen ne passe pas, c'est que le coût marginal ne passera pas. Parce que le coût total moyen, il vient comme... parce que souvent, les premières unités qui sont Je pense produites... que j'ai compris, c'est parfait. Exactement. C'est juste que comme on n'avait pas en cours défini ce que c'est qu'un prix de faillite et tout, je voulais savoir précisément ce que ça devait couvrir en fait pour qu'on considère que quelqu'un doit quitter justement le marché. Ok, c'est parfait. Donc, ça vient toujours donc de l'idée que les premières unités produites coûtent plus cher en fait que les dernières unités. Et là, on avance. Mais sinon, si dans les premières unités même, le coût total moyen est plus grand que le prix, ce n'est pas la peine même de les produire. OK. On était où? Je pense que... Voilà, c'était là. Donc, pour la question 3, si on avait donc $7, c'est que en le comparant au coût total,
Ça, c'est au coût marginal parce qu'on veut savoir à quel moment on va s'arrêter pour le niveau de la production. Parce que je continue à produire tant que le prix est supérieur au coût marginal. Donc, ce sera 5 000. Et même à ce niveau-là, le profit est toujours négatif. Donc, il aurait aimé continuer à produire encore. Vous voyez, il aurait aimé continuer à produire parce que même à ce niveau, son profit est négatif. Il aurait aimé continuer à produire pour pouvoir, comment je vais dire, couvrir. Parce que vous voyez, son profit, il arrive à couvrir une partie des coûts fixes qui sont 15 000. Donc, les coûts fixes, c'est 50 000. Il arrive à couvrir 15 000 là-dessus et il reste 35 000 qu'il n'arrive pas à couvrir. Donc, il aurait aimé continuer jusqu'à ce qu'il couvre tous les coûts fixes pour avancer. Mais là, hélas, il ne peut pas parce que 7 dollars, c'est assez petit. Okay? Donc, le profit, ça fait moins 35 000. Et là, il ne pourra pas produire en fait en long terme. Donc, il va sortir. Okay. Puisque le prix de 7 dollars est inférieur au prix d'équilibre de 13,83. Alors, la dernière question, c'est supposer que les prix des disques soient de 20 dollars. OK. Maintenant, quelle est la quantité de disques que Bob devrait produire? Quel sera son profit total à présent? Va-t-il produire ou fermer à court terme? Restera-t-il dans l'industrie? Alors, on fait la même analyse. Donc, à 20 dollars, on va voir okay, à quel moment on pourra s'arrêter. Donc, ici. OK. Parce qu'il aurait aimé continuer à produire tant que le prix est plus grand que le coût marginal. Comme ça lui permet de gagner en fait sur les dernières unités qui sont produites. Il gagne plus sur les dernières unités. Il gagne plus sur les dernières unités pour couvrir les pertes qui ont été faites pour les premières unités. Et jusqu'à ce que voilà, quand il arrive à couvrir les coûts fixes et faire des profits. C'est ce qu'il aurait aimé faire. Et là, il ne pourra pas dépasser donc, les 7000 disques parce qu'à partir de 8000, donc, le coût marginal passe au-dessus donc, du prix. Donc, ces dernières unités sont dangereuses à produire, donc il vaut mieux les laisser. Et donc, il va juste s'arrêter là. OK. Et là, on va... Voilà, donc, si Bob devrait produire 7000 disques, car à ce stade, son coût marginal est approximativement égal à son revenu marginal. Donc, son bénéfice serait alors, voilà, je fais encore la même chose, je calcule le bénéfice par disque, donc en faisant le prix moins le coût total moyen, et je multiplie par la quantité totale, donc ça donne 41 000. Vous pouvez le faire autrement, vous faites le prix fois les 7 000, moins les 50 000, moins le coût variable qui correspond aussi. C'est plusieurs méthodes. Et la conclusion, c'est qu'à court terme, il va produire parce que il arrive à couvrir son coût variable. Et à long terme aussi, il restera dans l'industrie parce que son bénéfice est positif. Okay? Le prix est supérieur au seuil de rentabilité. Monsieur, est-ce qu'on pourrait revenir sur le numéro 3? Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on a sauté la partie où on a calculé le profit qui est négatif. Oui, il faut juste 7 fois 5 000, ça fait 35 000. OK? Oui, et lui, il produit à 14 $. Ça, c'est bon. En fait, ma question, c'est pourquoi à court terme, il continue à produire? En fait, oui, c'est... Vous voyez un peu ce qui se passe, c'est que bon, est-ce qu'il sait tout ça d'avance? Est-ce qu'il avait ce tableau d'avance? Non. Mais supposez que vous entrez dans un marché et quand vous produisez 2000 unités, vous voyez, le coût marginal, ça fait 1 $. Et vous avez loué le bâtiment à 50 000. Donc, vous, votre expectation, c'est quoi? Votre espérance
vos attentes. Voilà, c'est ça, vos attentes. OK? C'est que parce que suppose, même le prix à $25, OK, je vais commencer dans le basic, même le prix à $25, si vous produisez 1000 disques avec un prix de $25, ça va vous donner comme revenu, recette totale de 25 000 avec un coût total de 55 000. Donc là, vous faites encore une perte là. Donc vous continuez à produire, vous continuez à produire, vous continuez à produire jusqu'à ce que, à un moment donné, vous ne fassiez plus vraiment bien. Et vous vous rendez compte que votre coût marginal dépasse votre profit. Okay? Ça, c'est le contexte. Donc, à court terme aussi, vous avez loué votre immeuble, vous avez commencé la production et ce qui se passe, c'est que les premières unités que vous commencez à produire jusqu'à 5 000, vous vous rendez compte que vous faisiez des bénéfices. En fait, il faisait des bénéfices. Oui, il y avait des bénéfices sur la production. Parce que, si vous voyez bien, supposons qu'on est à ce niveau, avec un prix de $7, il produit avec un coût marginal de $6. OK? Et avec un coût marginal de $6, il fait du bénéfice sur la production. Donc, ça lui fait comme un gain de $1 sur chaque bouteille de... C'est quoi ici? Des disques? Non, c'est chaque disque. Et c'est $1. Est-ce que ça lui sert? Ça se permet de couvrir son loyer à long terme? Non. Parce que son coût total, bien sûr, le coût total ici, pourquoi on le compare? Parce qu'il y a le coût fixe là-dedans. Enfin, réellement, le problème, c'est parce qu'il y a le coût fixe. Supposez qu'il n'y avait pas le coût fixe. Si on faisait l'analyse qu'il n'y avait pas le coût fixe, vous allez voir que même le coût variable moyen serait pareil. Quelque chose de $6 à peu près. Et donc là, on dirait que, OK, il va rester dans le marché à long terme. Mais vu qu'il y a un coût fixe, alors il avait commencé la production, donc le court terme, donc quand on dit court terme, bon, on ne sait pas à quoi ça renvoie, hein, une semaine, un jour, 2 semaines, un mois, en tout cas un mois de loyer, on suppose que c'est ça, c'est pas un mois. Donc à un mois, il va se rendre compte que ça ne l'arrange pas, parce qu'après un mois, il arrive à produire 5 000 disques avec un prix donné, et quand il veut monter à 6 000, il voit que non, le coût marginal est beaucoup plus, donc il ne va pas embaucher en fait d'autres travailleurs de plus, parce qu'il se rend compte que à quoi ça me sert d'embaucher d'autres travailleurs qui vont me coûter à $13, et puis je vais vendre le produit à $7. Donc là, il ne va pas le faire, et puis il va rester juste sur les 5 000, et il va se rendre compte que même les 5 000, ça ne lui permet pas de pouvoir couvrir toutes les dépenses en fait mensuelles. Donc, c'est la fermeture qui va entraîner donc, au niveau à long terme, quoi. Je sais que votre question est totalement à tout son sens parce que il y a une question, il y a la notion de temps en fait dans ces exercices-là. La notion de temps, qu'est-ce qui se passe? OK, on suppose que vous avez signé le contrat avec votre bailleur avant de vous rendre compte que, OK, le prix a changé sur le marché. OK? Donc, c'est pour ça que vous produisez, vous pouvez pas abandonner. Vous avez payé le loyer déjà, comprenez? Vous avez signé votre contrat, vous avez payé le loyer et on vous a donné la clé de l'immeuble pour faire votre business. Et c'est là qu'après un mois, vous dites non, vous n'allez pas renouveler votre contrat parce que vous n'avez pas gagné plus que ce que vous avez payé le loyer. C'est ça en fait l'idée. Parce que je comprends tout à fait votre question pour dire, mais bon, quelqu'un qui a analysé ça d'avance, pourquoi il va aller prendre le loyer et faire tout ça? C'est ça, non?
Ben, en fait, c'est pas juste ça, c'est aussi le fait de savoir, parce que à long terme, j'ai l'impression que tout va se passer de manière à ce qu'on atteigne l'équilibre. Mhm. Donc, dire qu'il doit attendre à long terme pour quitter, j'arrive pas trop à comprendre parce qu'à long terme, en fait, lui, il va quitter. J'ai l'impression que moi, si j'étais une société, je quitterais immédiatement ou j'arrêterais la production immédiatement. Et à long terme, en fait, les prix vont se rééquilibrer par rapport au coût de production. Euh, En non. fait, c'est cette partie-là que j'arrive pas bien. Non, je suis d'accord avec vous que vous allez arrêter immédiatement, mais en fait, c'est immédiatement en fait que j'essaie de vous expliquer un peu. Je sais que vous comprenez exactement le concept, mais en fait, c'est ce immédiatement qu'on appelle le court terme. C'est-à-dire que dans ce court terme-là, parce que vous n'allez pas payer les 50 000 et ne pas produire, imaginez. Supposez que vous avez payé le loyer 50 000 et que vous ne voulez pas produire. Bon, là, vous aurez perdu 50 000. OK? Oui, Mais si vous produisez, vous allez perdre simplement 35 000 parce que vous allez gagner 15 000 au moins. ok, parfait. Ok, C'est c'est ça. bon. C'est Ok, ça je en fait. comprends. Ok, C'est juste le impeccable. concept. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, suppose que ben, si c'est un jour, bon, vous le produisez quand même et puis après, vous cliquez, clac, vous partez. Donc, ce long terme, c'est comme après un mois, vous ne continuez plus l'activité. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, j'avoue quand même que bon, la question sur les productions, bon, est-ce que c'est difficile? Non, mais il faut juste comprendre le mécanisme, donc le coût total moyen, le coût marginal, et comprendre ces mécanismes, comprendre à quel moment on continue toujours la production, tant que le prix est supérieur au coût marginal, on a intérêt à produire, et tant que le prix euh, est supérieur au coût total moyen, on n'a pas encore atteint donc le profit maximum. Parce que quand on compare le prix avec le coût total moyen, comprenez qu'on n'est pas dans une situation de concurrence pure et parfaite. On est dans une situation de monopole. Vous allez le voir vendredi. On est dans une situation vraiment où on peut se faire des profits. C'est pour ça qu'on compare le prix au coût total moyen. Mais quand on vient, on compare le prix au coût marginal et qu'on veut le mettre au minimum du coût total moyen, en ce moment-là, on est en train de se retrouver dans une situation de concurrence pure et parfaite. Moi, j'ai une question. Bon. Pour la question de faillite, est-ce que ça rejoint un peu la logique de la question 3? Parce que c'est pas trop clair. Sa question? La question de faillite, je pense que c'est la question 2, 1. La question... de faillite. Ok, ok. Est-ce que ça rejoint un peu la logique de la question 3? Oui, c'est presque la même pensée, oui. Mais il faut comprendre que la faillite, oui, c'est ça. Ça, c'est qu'il ne va pas du tout produire. OK? Parce que là, le prix, si le prix est de 3 $, okay, ce qui va se passer, c'est que vous voyez ici, il ne pourra pas. Quel niveau? Le coût variable moyen. Attendez. Le coût variable moyen, oui. En dessous de ça, son revenu ne couvre même pas son coût variable. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut qu'il a... le coût marginal. Suppose que, vous voyez, si vous avez ici le coût marginal, donc de 0 à ça, le coût marginal c'est 5. Et puis 3. Parce que si le prix est égal à 3 $, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez même pas pouvoir produire.
C'est-à-dire que même les premières unités que vous allez produire vous donneront. OK, vous pouvez dire, OK, vous pouvez produire 3000. OK? Parce que là, ça vous donne un coût marginal de 1000, mais c'est faux parce que si vous êtes à 2000 et que les 1000 dernières unités vous permettent en fait de produire en fait un coût marginal de $1 qui sont plus petits que le prix. Et il faut bien que vous produisiez d'abord les premiers 1000 disques avant de pouvoir tomber sur ce coût marginal-là. Donc, pour un prix de $3 même, vous ne pouvez pas produire, premièrement, parce que les premières unités auront un coût marginal qui dépasse le prix. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que quand vous regardez votre coût variable moyen, le minimum, c'est 3. Ça veut dire qu'en aucun moment, vous vous garantissez de pouvoir vendre au moins quelques disques à un prix plus grand que vos coûts afin de pouvoir réduire les coûts fixes. Parce que là, suppose qu'on est dans la question, dans le cadre que ce que je venais d'expliquer à celle qui a posé la question précédemment, où vous payez déjà le loyer à 50 000. Alors, vous vous posez la question, est-ce que vous allez au moins ouvrir les portes pour produire quelques disques pour pouvoir diminuer au moins ces coûts? Vous n'avez pas cette possibilité-là pour le prix de $3. Parce que pour $3, en aucun moment, vous ne ferez jamais un coût plus petit que les $3. OK? Ce qui fait que vous n'osez même pas produire une seule unité pour gagner quoi que ce soit. Parce que tout ce que vous allez faire, ça va vous plonger encore davantage. Si vous osez vous produire ne serait-ce que 1000 ou 2000, 3000, peu importe la quantité, ça va augmenter encore vos pertes plus de 50 000. Parce qu'au départ, c'était 50 000 que vous avez payé le loyer en vous installant. Vous réalisez que ça ne pourra pas marcher parce que même les travailleurs que vous embauchez et tout, ça vous coûte encore plus même que ce que vous allez vendre. Du coup, ce n'est même pas la peine. Mais dans le cas de $7, vous pouvez au moins produire pour quelques temps, pour le temps juste de vendre 5000 disques et puis vous récupérez un peu sur les 50 000 que vous avez dépensés. C'est ça la différence. OK? Ok, merci, je comprends. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Bon, donc, je vais vous l'envoyer, le corriger et puis le lien quand je l'aurai téléchargé. D'accord? On se dit à la semaine prochaine. Merci, Kamla. Bonne semaine. Merci bien à vous aussi. Merci. Bye bye.